Bienvenue évidemment à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Bioreco, bonjour Damos, bonjour Martin Glorieux, bonjour. Il y a la Fise aussi bien sûr qui est dans le chat. J'espère que vous allez bien. Alors, horaire, journée un petit peu particulière pour un live histoire. D'habitude c'est le mercredi, mais pour des raisons d'emploi du temps de notre invité qui est très occupé bien sûr, vous allez le voir. Eh bien on a déplacé au vendredi, mais vous retrouverez évidemment la rediffusion sur les plateformes de podcast et sur YouTube dès demain normalement. Donc j'espère que vous irez voir ça. Et dans le chat vous l'avez déjà remarqué puisque notre invité en fait se dédouble ce soir. Il est sur 2 plateaux en même temps. Il est chez nous, mais il est aussi sur Quotidien. Il s'agit de Yann Bouvier ou Yann tout court sur les réseaux. Comment ça va Yann ? Ça va, c'est très compliqué par contre, tu vois, de garder l'influx et la concentration, alors qu'en fait, au moment où je te parle, je suis ailleurs. En fait, tu es en même temps ailleurs, mais compliqué. Comment fait-il ? Il a le don d'ubiquité, cet homme, c'est incroyable. Il est chez Quotidien et avec nous ce soir. Ça me fait très plaisir que tu sois là, Yann. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. On s'est vu tellement de fois et... Enfin voilà, ça reste entre nous. Ah, bien sûr, on s'est déjà vu pas mal de fois avec Yann. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un live ensemble. Ça fait longtemps qu'on se parlait justement de pouvoir... parce qu'il y a eu Microcosme qui était sorti, ton premier ouvrage. Il y avait eu, il y a celui-là, et c'est dit cette fois-ci, pour ce nouveau bouquin que tu sors, il faut absolument qu'on se fasse un truc. Ah, mais en fait, j'ai bien compris que ce qui te gênait dans le premier, c'était que j'étais tout seul à l'écriture. Là, t'es rassuré, il y a des vrais historiens. Je me dis, mais est-ce que cet homme est finalement un charlatan ? Est-ce que je vais lui donner la parole ? Non, évidemment que non. L'idée, c'était que tu viennes nous parler de ce bouquin, mais aussi qu'on parle. C'est ton premier live Twitch aussi ? C'est mon tout... Ouais, là, c'est effectivement une toute première fois. C'est une première. Ça va bien se passer, tu vas voir, les gens sont très gentils. Ils ont l'air. Ils sont adorables, tu vas voir. Il a aussi un frère jumeau. Alors maintenant, il faut pas trop... C'est effectivement ce qui me permet d'être... Il y a un autre Yann, effectivement. Alors Yann, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être sur Twitch, Yann, tu es avant tout historien, mais tu es aussi vulgarisateur. Tu as commencé d'abord sur les réseaux courts type TikTok ou Instagram. Aujourd'hui, tu touches aussi à YouTube où tu fais des formats un petit peu plus longs. Ouais, je commence. J'ai quasiment pas fait de format long sur YouTube. C'est dans les projets, mais je manque cruellement de temps. Je m'engage dans trop de projets en même temps. Je comprends. Pour que les gens, peut-être qui connaissent pas Yann, puissent un petit peu se familiariser avec son format, je vous propose qu'on regarde un extrait de ce que tu peux faire justement sur ton TikTok, où souvent tu reprends de l'actualité ou de la manipulation de l'histoire et tu essaies de remettre un petit peu de nuances, de connaissances, de recherche et d'historiographie dans tout ça. C'est un pays qui m'a dit « Oh, nous célébrons la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous aimons la France, n'est-ce pas ? Mais je pense que nous avons fait un peu plus pour gagner la guerre. C'est nous qui avons gagné la guerre. Et quand Hitler a fait un discours à la Tour Eiffel, ce n'était pas vraiment l'idéal. » Oui, effectivement, la défaite de la France en juin 40 et du Royaume-Uni et de la Belgique et des Alliés, c'était pas idéal. Mais le discours d'Hitler à la Tour Eiffel, ça n'existe pas. Hitler s'est bien rendu à Paris après la signature de l'armistice, mais c'était une visite tellement secrète qu'on débat encore pour la dater 23-28 juin. On sait pas. C'était une visite matinale et éclair. 2h15, il visite les grands monuments de Paris, en commençant d'abord par le Palais Garnier, qui le fascine complètement. Il se rend ensuite aux Invalides. Il va par exemple méditer devant la tombe de Napoléon. Et il se rend effectivement au Trocadéro, devant la Tour Eiffel. Cet épisode, il est connu par des photos très célèbres prises par Heinrich Hoffmann, photographe d'Hitler à ce moment-là, qui sont symboliques de la prise de possession par les Allemands de la capitale française et par là de toute la France. Et c'est aussi sûrement dans l'esprit d'Hitler une revanche sur 1918, puisqu'à ce moment-là, les Allemands s'étaient arrêtés à 70 km de Paris. Et le but, c'est aussi de produire des images pour le défilé de la victoire qui aura lieu le 6 juillet 40 à Berlin. Par ailleurs, essentiel, sur ces photos, Hitler est accompagné de l'architecte Speer et du sculpteur Breker, avec sans doute l'envie de s'inspirer de l'architecture de la capitale parisienne pour venir enrichir le projet de nouvelle capitale monumentale allemande, ce qu'on appellera à partir de 42 Germania. Et donc dans tout ça, pas de discours prononcé par Hitler ce jour-là, et même jamais en France. Reste une question, pourquoi Trump invente ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça implique ? D'abord, pas dit qu'il ne sache pas, ça reflète surtout le rapport particulier qu'il entretient au réel historique, et pas que, auquel il faudra consacrer une analyse plus longue. Et j'ai demandé son avis à l'historien Guéraud Létang, que j'ai par ailleurs embarqué sur un petit projet éditorial, un rien ambitieux dont je vous reparlerai très bientôt. On va en parler. C'est la négation même de l'idée d'alliance pendant la Seconde Guerre mondiale avec une nouveauté. Ça avait déjà été fait du temps de la guerre froide pour minimiser l'apport des soviétiques, mais ici c'est la France qui est visée. Et il me semble que le but c'est pas de revendiquer tant un monopole de la victoire que de parler au présent, de venir légitimer
et la capacité des États-Unis à se passer du soutien et même de l'avis des Britanniques, des Canadiens, des Européens dans la géopolitique internationale. Et petite anecdote pour finir, en 2026, on va célébrer les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis, ce qui est généralement l'occasion là-bas de mettre la France en avant. Pas interdit que ça change. J'ai appelé un... En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, comme ça, vous avez pu avoir un extrait de ce que fait Yann sur ses réseaux depuis bien longtemps maintenant. Et en vrai, ce dont on va parler ce soir, c'est un petit peu la forme la plus... comment dire, plus évoluée, je sais pas, mais une sorte aboutie peut-être, on peut le dire de ça. C'est donc France Fiction, Histoire des idées reçues de l'histoire de France, 26 chapitres qui ont été rédigés par toi, mais par 25 autres historiens. 24 autres historiens pour justement revenir sur des grandes idées reçues de l'histoire de France. C'est quand même un joli projet bébé, quand même. Et surtout, voilà, la liste des historiennes et des historiens qui travaillent sur le projet. Du Bruno Dumézil, du Laurent Joly, du Jérémy Foa, dont on a beaucoup parlé, vous vous souvenez, avec... Du Denis Sturel, du François Stébaud, que vous connaissez peut-être moins, mais qui vraiment sont des historiennes majeures, très très importantes. Donc c'est très important que tu les aies justement dans ce livre qui est absolument génial. Donc voilà, 26 idées reçues. Voilà, j'en prends quelques-unes. Nos ancêtres les Gaulois, Catherine de Médicis, la veuve rouge, rédigée par Jérémy Foa, évidemment. Sujet hyper intéressant qu'on avait abordé en live histoire justement avec la série de Jérémy Foa, qui était sortie sur France Télévisions. Excellente. Donc, qui était vraiment trop bien, je suis tout à fait d'accord. Communard comme communiste de Marie-Hélène Bellac également. La gauche est opposée au vote des femmes de Anne-Sara Bouglé-Moalik. Enfin voilà, plein d'idées reçues sur l'histoire de France dans toutes les périodes. C'est pas mal quand même. Alors, quand même, juste pour préciser que l'idée du livre, c'est pas juste de déconstruire des idées reçues, c'est aussi et surtout d'expliquer comment elles sont nées. Donc voilà, d'explorer un petit peu les forges qui ont permis de construire ces discours pseudo-historiques, au service de quels intérêts ils ont été bâtis, par quels acteurs, comment ils ont été remodelés, comment ils ont été transmis jusqu'à nous. L'idée, tu vois, c'est vraiment, sans en avoir l'air, de sensibiliser les lecteurs aux instruments, aux outils qu'utilisent les faussaires du passé, d'hier, et puis forcément d'aujourd'hui, mais je pense qu'on va en parler. On va en parler évidemment. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas aussi, alors je rappelle, tu es aussi historien, mais tu es aussi professeur d'histoire en géopolitique également. En lycée, un peu en master 2 d'histoire publique. C'est ça. J'ai eu chercheur associé au Centre Méditerranée moderne et contemporaine. Il y a 2 d'ailleurs chercheurs de ce laboratoire qui ont écrit dans le livre. Voilà. On fait de la cooptation, on met les petits copains à Pierre-Yves Beaurepaire et Jérémy Guetch, je les cite. Voilà, le CMMC, Université de Nice-Côte d'Azur représente. Mais tu vois, ces idées reçues, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est parfois même un premier contact avec l'histoire, tu vois, parce que c'est un truc, c'est ce que faire l'histoire des idées reçues, c'est un peu faire aussi parler du côté populaire aussi de ces idées, parce qu'elles sont beaucoup répandues dans la société. Et la question que j'avais, c'est quel est toi ton premier souvenir avec l'histoire, ton premier contact? Alors du coup, il y a 2 questions dans ta question. Je vais peut-être faire le premier contact et après alors le premier contact avec l'histoire, qu'est-ce que c'est? Déjà, écoute, je suis vieux, ok. D'accord. Moi, j'ai été conçu pendant la guerre froide. Ça remonte. Non, mes premiers souvenirs, c'est quand je suis au foyer. Voilà, j'étais passé en foyer à l'âge de 6 ans. J'espère que vous avez pris vos petits paquets de mouchoirs. Et j'ai des souvenirs nets de lecture, de bandes dessinées historiques, d'ailleurs très datées, tu sais, des BD Hachette rouges des années 70. Ouais, je vois, j'en ai vu dans quelques CDI. Il y avait aussi des encyclopédies Nathan, bleu, vert, orange, enfin les vieux connaissent ça. Et je lisais juste les pages d'histoire. Donc ça, vraiment, dans les années foyer, je me souviens, j'ai des souvenirs très nets. J'ai aussi un souvenir d'exposé que j'avais fait en CE2 sur Éric le Rouge. Et je crois que j'avais pris un plaisir fou à faire ça. Et puis ensuite, ça a été bien sûr la mythologie grecque et puis l'Égypte antique à l'adolescence qui m'a complètement happé. Et j'ai découvert, en fait, ça c'est le truc un peu étonnant, très tardivement, tu vois, je me lance dans les études d'histoire et je pense en L2 ou L3, j'ai découvert que ma mère biologique, qu'on m'avait toujours présentée comme étant bibliothécaire avant d'être tombée gravement malade, en fait avait une maîtrise d'histoire médiévale. D'accord. Okay. Et avait enseigné l'histoire quelques années. Donc il y a un petit truc comme ça. Ah oui, quand même, c'est juste une sorte de rap. Et t'avais déjà commencé les études d'histoire à ce moment-là? Oui, j'avais déjà commencé. Ça, c'est fou, tu te dis comme quoi il y avait une filiation directe en tout cas dans cette... Alors j'espère que la filiation va s'arrêter là parce que sinon il me reste plus beaucoup de temps à vivre, mais... Oui, restons en tout cas sur la passion historique, c'est ça. Et après, pour quand même rebondir, parce qu'il y avait un truc très intéressant, vraiment c'est pas un livre qui propose un regard condescendant sur les mythes historiques. Et c'est d'ailleurs ce que je développe un petit peu dans le prologue. Bien sûr, on est pratiquement tous contributeurs, contributrices de l'ouvrage, arrivés dans l'histoire par ces récits pseudo-historiques. Et d'ailleurs, on adhère
certainement à certains des récits pseudo-historiques qu'on a décortiqués. Ici. Le plus fameux, c'est l'idée qui voudrait que bleu, blanc, rouge, ce soit l'union de Paris et du roi. J'en dirai pas plus parce qu'on est en train de bosser sur une vidéo, je tease. Mais ça, c'est faux. Ok, d'accord. Ah, pour le coup, moi, je pensais que c'était... Et on l'enseigne tous, et je l'ai moi-même longtemps. Ah, très, moi très aussi, moi, je l'ai enseigné. longtemps cru, je le crois encore aujourd'hui. Et moi, c'est un prof de fac qui me l'a appris. Enfin, voilà. Ah oui, tu vois, non, mais c'est des choses, tu vois, qui sont tellement ancrées que tu continues à te... Oui, parce qu'au final, c'est des choses... On peut penser que c'est l'histoire populaire qu'on se raconte au coin du feu et que du coup, effectivement, peut-être à ce regard un peu condescendant, mais au final, il y a tellement d'idées reçues qui ont été longtemps enseignées à la fac, tu vois, donc c'est tout à fait normal. Donc, il y a tout ce rapport à l'histoire. Est-ce que, du coup, mais toi, t'as fait de la recherche aussi. Ouais. Sur quel sujet ? Histoire des mentalités, histoire culturelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les représentations qu'on se faisait d'espaces lointains et de populations lointaines, de mondes lointains. Donc, j'ai travaillé notamment sur la manière dont on pouvait se représenter dans l'Occident chrétien, l'Empire ottoman au XVIe siècle, notamment au moment de la fameuse alliance franco-ottomane voulue par François Ier et qui a fait hurler une bonne partie de l'Europe. Donc voilà, quelques articles, pas beaucoup, mais sur ce sujet-là et aussi sur la presse au XVIIIe siècle. Je vois. En parlant de ces mythes, justement, il y a une citation dans le livre, et je pense que c'est dans l'introduction que tu le dis, où tu parles des mythes et tu dis que ces récits ne sont pas des reliques, ils sont des outils régulièrement réactivés, polarisant des visions opposées de l'histoire, ou plutôt de la mémoire. Est-ce que tu pourrais, peut-être, c'est quelque chose qu'on aborde souvent, la différence entre histoire et mémoire, justement ? Mais là, on peut reparler de Donald Trump. Alors là, c'est difficile de donner une définition qui serait unanimement admise. Bien sûr. Mais on peut considérer que la mémoire, ça recouvre l'ensemble des discours relatifs au passé. Voilà. C'est donc, on est au-delà de la recherche de la compréhension du passé par l'analyse critique, l'étude croisée des sources, par aussi les discussions, les échanges entre pairs. On est vraiment dans des représentations du passé, des réactivations du passé dans l'espace public qui sont remplis quand même, il faut bien le dire, de subjectivité. Oui. Donc c'est par exemple ce que fait Donald Trump, effectivement, typiquement avec le mythe de la cause perdue, qu'on ne voit pas bien côté européen, mais qui est réactivé en permanence aux États-Unis. Cette idée selon laquelle, alors là vraiment c'est de la réécriture, les États confédérés n'auraient jamais fait sécession pour maintenir l'esclavage. C'est faux. Fake news. Ah oui, ok. D'accord. Ah oui, ça va loin quand même. Ça va très loin. Donc c'est exclusivement pour assurer l'autonomie, si ce n'est l'indépendance, et puis la liberté des habitants de ces États du Sud. Alors qu'en fait, la constitution des États confédérés, qui est établie, je crois, au début de l'année 1860, pas de bêtises, 61. Ouais, si, c'est ça. Ouais. C'est en fait un décalque de la Constitution des États-Unis, mais on rajoute dedans qu'il faut préserver, maintenir à tout prix l'esclavage. Donc je veux dire, c'est dans les textes. Oui. Mais Donald Trump passe son temps à réhabiliter le général Lee. Oui, je vois. Et donc il y a une forme... Oui, puis il y a ce fantasme des États du Sud, ambiance autant n'emporte le vent, quoi. Oui, et puis ambiance maintien de la ségrégation, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est là dans les États du Sud, c'est là que ça coince. Et et puis surtout, l'idée, c'est en fait d'être dans une inversion des culpabilités. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, le discours qui est activé par Donald Trump, et donc là, on est du point de vue de la mémoire, de la construction mémorielle, c'est l'idée selon laquelle les Blancs seraient plus à plaindre. Parce que depuis plusieurs décennies, depuis la fin de la ségrégation, depuis l'acquisition de tout un tas des droits civiques par les Afro-Américains, les Blancs seraient en souffrance, auraient perdu de leur superbe, et même seraient tenus de s'excuser, ce qui nourrirait une souffrance psychologique immense, invisible, qu'on sous-estime. Qu'on sous-estime énormément, qu'on sous-estime beaucoup, effectivement. Général Lee en portefeuille dirait OSS 117, bien sûr, évidemment. En tout cas, on espère que vous allez bien dans le chat pour OSS 117, on est d'accord, il y en a deux. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Oui, bien sûr. Ah non, il n'y a pas de troisième OSS 117. Je ne vois pas ce dont tu veux parler. C'est revenu dans l'actualité, cette question de la mémoire, histoire aussi avec le scandale provoqué par la chronique de Jean-Michel Apathy sur le massacre d'Oradour-sur-Glane et les génocides français en Algérie. Tu en as fait une vidéo d'ailleurs. J'en avais fait une vidéo, oui. Alors bon, pour l'essentiel, Jean-Michel Apathy ne commet pas un abus fondamental en faisant cette comparaison, même si justement, du point de vue mémoriel, on peut comprendre pourquoi ça a suscité autant de réactions. C'est-à-dire que dans l'imaginaire national français,
tout ce qui se rapporte au nazisme et à l'occupation, c'est ce qu'on a connu de pire. Oui. Et c'est ce que le monde a connu de pire. Donc rien ne peut lui être comparé. Bien sûr. Or, il se trouve que dans les années 50, on a des témoignages de rappelés d'Algérie qui disent, alors c'est du point de vue des historiens exagéré comme formulation, mais qui disent, là, je te les cite, des oradours, nous en faisons tous les jours. Ouais. Tu vois, chez Vidal-Naquet, on retrouve aussi cette comparaison entre ce qui s'est passé à Dara, dans les grottes de Dara dans les années 1840, et Oradour-sur-Glane. Mais ça vient effectivement heurter des constructions mémorielles qui, pour le coup, sont, me semble-t-il, assez largement partagées. C'est-à-dire que sur l'ensemble de l'éventail politique, de l'échiquier politique français, il y a quand même cette idée que le nazisme, c'est le mal absolu. Et dès qu'on aborde cette question-là, c'est comme si toute forme de raison s'évanouissait. Comme si on était incapable d'être dans autre chose que la réaction et l'émotion. Oui, et puis tu restes sur un matériel brûlant qui est celui de la guerre d'Algérie, où du coup il y a plusieurs mémoires qui viennent s'entrechoquer, celle des pieds noirs, des harkis, de l'Algérie actuelle, des anciens combattants français également. Alors oui et non, mais enfin, c'est comme ça que c'est reçu par les gens. Oui. Mais clairement, Jean-Michel Apathy lui faisait allusion directement à ce qui s'est passé dans les premières décennies de la conquête. Oui, bien sûr, évidemment. Et bon, là, pour ce qui est de l'installation des Européens, on en est loin quand même. On est aux prémices. Hein. On est d'abord là dans une prise de contrôle militaire brutale, avec des massacres de tribus, avec des enfumades, et avec une mortalité qui, si on tient compte, tu vois, par exemple, aussi des conséquences indirectes, donc de la famine, etc., s'élève à selon les études, à des centaines de milliers d'Algériens. Non, donc c'est cette réactivation mémorielle, effectivement, nous on l'a beaucoup senti, on entend beaucoup parler, parce que tu parles de Donald Trump, parce que évidemment l'un des grands exemples aussi de cette réactivation mémorielle, c'est Éric Zemmour aussi, et il y a un chapitre qui est dédié dans l'ouvrage justement sur Pétain qui a défendu les juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve ça dur pour l'historien de descendre dans l'arène politique, entre guillemets, de se confronter pour... Est-ce que c'est son travail aussi ? Enfin, tu vois, je trouve ça super compliqué. Et je trouve que le bouquin essaye d'argumenter, de poser les choses, mais c'est difficile toujours d'être en frontal avec des personnalités comme Zemmour pour débunker, tu vois. D'abord, c'est une question qui divise les historiens, quand même. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, et c'est aussi Florian Besson d'Actuel Moyen-Âge qui dit ça, qui consisterait à vouloir que les historiens se doivent, tu vois, d'aller dans l'arène et de se confronter à ces discours pseudo-historiques. Ça ne doit pas être de l'ordre du devoir. Alors, mais il y a une prise de conscience. Il n'y a pas de débat sur le fait que Pétain ait sauvé les Juifs français. C'est sûr, il y a un débat entre les historiens à dire... est-ce qu'il faut qu'on y aille ou pas dans l'arène ? Pas sur le Pétain n'a pas aidé. Non, on va en parler quand même de ça. Oui, si voilà, tu veux, ça. Mais non, il n'y a pas de bien sûr, il n'y a pas de débat sur ce sujet. Par contre, j'ai le sentiment, et j'ai eu un échange d'ailleurs ce matin à ce sujet, beaucoup d'historiens qui jusque-là étaient très rétifs à l'idée que des historiens justement se confrontent aux manipulations du passé, considèrent qu'en fait, effectivement, pour le dire un peu grossièrement, ça pue, et que là, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que c'est la discipline qui est attaquée, dans son ensemble. Dans l'ouvrage, on réunit des historiennes et des historiens qui ont, par ailleurs, je pense, du point de vue citoyen, des opinions frontalement opposées. Mais on est vraiment réunis par une éthique de la recherche et on sait quel effort on déploie pour déployer pour développer des propos rigoureux, nuancés. Dans cette intro, tu parles de l'indépendance de la recherche, de comment elle s'est fondée en France. Enfin, tu fais une histoire aussi. On sent que dans l'intro, il y a une vraie volonté d'expliquer ce que c'est qu'être historien et ce que c'est que faire de l'histoire dans la démarche, la transparence. Et sans naïveté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse non plus comme si on pouvait atteindre une objectivité pleine et entière. Mais on est quand même, tu vois, motivé par une démarche d'honnêteté intellectuelle, de transparence. Pour ce qui est du livre, par exemple, moi j'ai demandé, et bien sûr ils l'ont accepté parce que c'est au cœur de notre démarche, tous les chapitres ont été relus par un autre auteur, spécialiste de thématiques similaires ou voisines. Ça a été l'occasion d'échanges, de débats entre historiens. Ça a été l'occasion d'amender des passages pour y injecter plus de nuances. Mais voilà, la validation par les pairs, c'est au cœur de la profession. Et dès que quelqu'un parle d'histoire, mais refuse que ses écrits soient relus par des pairs, voire même initialement pose comme préalable que, de toute façon, les historiens, c'est la doxa, c'est un complot contre la France. Donc, j'écris dans mon coin, je sais ce que j'écris, je détiens la vérité, tous les autres ont tort. Bon, là, fuyez, pauvre fou. C'est ça. Et puis, du coup, il y a un passage dans le bouquin que je trouvais assez intéressant, une
une citation où justement on revient sur cet appareil politique. Ça fait un peu l'écho à ce qu'on disait à Donald Trump et à Éric Zemmour, que je retrouve ce petit passage qui a été surligné. Tu parles donc des idées reçues et de ces mythes surtout. Tu dis qu'ils ont bourlingué jusqu'à nous. Les 26 chapitres qui suivent montrent d'abord quels intérêts politiques, pour ne pas dire quelles interventions, ont présidé à leur naissance et quels autres ont assuré leur postérité. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant la manière dont tu expliques que ces mythes-là, ils ont été même construits ou en tout cas récupérés dans un certain contexte et qu'aujourd'hui ils perdurent dans un contexte qui est différent de leur idée d'origine et qu'en fait même eux ont une vie et pourquoi est-ce qu'ils sont réutilisés, pourquoi ils réapparaissent, pourquoi ils disparaissent un temps et reviennent après sur le devant de la scène. Il y a des reconfigurations qui sont très étonnantes, tu vois. Si on prend l'exemple des Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'une bonne partie de l'ultra-droite mobilise le terme gaulois comme synonyme de français de souche. Tout à fait. C'est devenu vraiment identitaire. Bon. C'est à partir de la fin du 19e et surtout au 20e siècle que vraiment la mobilisation des Gaulois dévale de plus en plus à droite de l'échiquier politique. Et souvent, l'ultra-droite, elle se revendique aussi comme étant catholique. Mmh. Et ce qui est, il faut le dire, assez étonnant, si ce n'est ironique, c'est que quand, en fait, la Troisième République mobilise les Gaulois comme des ancêtres primordiaux et exclusifs des Français, c'est en fait un moyen pour arracher le commencement de l'histoire de France, le début de l'histoire de France, à ses commencements chrétiens. Jusque-là, on considère que les ancêtres des Français, ce sont les Francs. Le début, le commencement de l'histoire de France, c'est le baptême de Clovis. Faire des Gaulois les ancêtres des Français, c'est reculer le point de départ de 500 ans en arrière en des temps païens et dans l'esprit vraiment des historiens, il faut bien le dire, assez laïcards, bouffeurs de curés, pour certains en tout cas des manuélistes de la fin du 19e, on est dans cette démarche-là. Et donc la reconfiguration, elle est quand même, de ce point de vue-là, assez sidérante. C'est s'offrir une forme de laïcité par l'histoire. Regardez, finalement, nos origines sont laïques, évidemment. Déchristianisées en tout cas. Et aujourd'hui, les Gaulois, alors même qu'on sait bien qu'ils étaient par définition païens, sont effectivement réactivés par des milieux ultra-catholiques. D'ailleurs, c'est toi qui as écrit le chapitre sur les Gaulois. Oui, ça n'a pas été le plus simple pour le coup. Alors toute la partie sur la manière dont cette idée reçue a été construite, c'était plus simple, c'est plus proche de mes thématiques de recherche. Sur vraiment l'Antiquité gauloise, ça m'a pris un temps fou en termes de documentation, de lecture, parce que c'est comme pour tout, on a l'impression qu'en lisant un ouvrage d'un spécialiste, ça passe, puis on en lit un deuxième et on voit que, oulala, il y a querelle, il y a débat, il y a opposition de point de vue, on en lit un troisième, et encore un point de... Voilà. Et j'ai bien sûr aussi bétonné en faisant relire notamment le début de chapitre par Emmanuel Arbab, un grand spécialiste des mondes gaulois, notamment des constructions politiques du monde gaulois. Et qu'est-ce que tu as appris justement du coup sur ce chapitre une notion que tu t'es dit, punaise, c'est vraiment... Beaucoup de choses, alors je vais jamais pouvoir tout dire. Non, bien sûr. Mais tu vois, on a le temps après. Déjà, dans l'expression « nos ancêtres les Gaulois », la première idée reçue, c'est celle qui voudrait qu'on retrouvait l'expression dans les manuels du roman national de la Troisième République. Telle qu'elle, on ne la retrouve quasiment pas. Okay. L'esprit s'y retrouve. Mais c'est vraiment dans les années 40-50 que, dans des chansons d'Henri Salvador, par exemple, dans des titres de romans, etc., que l'expression va se cristalliser telle qu'elle. Nos ancêtres les Gaulois. Autre idée reçue quand même, interne à l'idée reçue qu'on peut débunker là en 2 secondes, on n'enseignait pas nos ancêtres les Gaulois dans les colonies. Ah, ok, ça on le dit souvent pour le coup. Ouais, alors en fait, dans les colonies, c'était tout l'inverse. On insistait sur 2 choses. On présentait l'histoire, alors supposée, très souvent fantasmée, mais des ancêtres des populations colonisées. On insistait lourdement sur l'histoire de la prise de contrôle de tel territoire par la France pour, par opposition, vanter les mérites de la colonisation et de tout ce que la France est en train d'apporter à ses populations. Intéressant. Donc voilà, nos ancêtres les Gaulois, du coup, c'est... Non. Ayez bien conscience que vous n'êtes pas pareil que nous. Que vous n'êtes pas comme nous. Oui, c'est ça, ok. Mais regardez ce qu'on vous apporte. C'est beau quand même. Je vois ce que tu veux dire. C'est beau. Donc ça, c'est le premier point. Et après, sur l'expression, pour aller donner un élément de debunk, un angle finalement assez peu abordé, moi, ce qui me pose problème, c'est le possessif « no » au début. Oui, no. Parce qu'en fait, les populations gauloises sont des populations qui ont migré. Et donc, on a retrouvé des populations gauloises au nord de l'Italie. On en a retrouvé jusqu'aux plaines de Hongrie, en Angleterre. L'exemple peut-être le plus troublant, ce sont des populations qui sont dans les sources nommées Galates
et qui, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, font une grande translation, 300 000 guerriers, qui vont jusque dans la péninsule grecque, qui participent aux guerres entre les héritiers d'Alexandre le Grand. Et puis ensuite, ils vont s'installer en Asie mineure. Waouh! Oh, c'est les ancêtres de beaucoup de monde finalement, les Gaulois. En Asie mineure. Et non, mais tu vas voir un truc de dingue. On a une source du 4e siècle. Je crois que c'est Jérôme de Stribon, je suis pas sûr, dans un épître aux Galates, une lettre qu'il adresse à ces populations. Et en fait, on apprend que ces populations d'Asie mineure, qui sont là depuis 600-700 ans, parlent encore la même langue que celle qu'on parle au même moment en Gaule-Belgique. Oh waouh! Donc ils ont conservé quelque chose, tu vois, en 600 ans, linguistiquement. Voilà. Donc les Gaulois figurent parmi les nombreux ancêtres des Français, des Belges, des Anglais, des Suisses, des Luxembourgeois, des Italiens, des Hongrois, des Turcs. Oui, mais bon, voilà. Donc déjà, le possessif pose un problème. J'entends ce que tu dis. Il y a des gens qui réagissaient à ce que tu disais tout à l'heure, justement sur la phrase « nos ancêtres les Gaulois ». Il y a quelqu'un qui disait « c'est marrant, aux Antilles, mon père s'en rappelle pourtant ». Peut-être qu'il se rappelle du fait qu'on lui ait parlé des Gaulois, mais est-ce qu'on lui a dit que c'était... Tu vois, après, j'imagine que toutes les classes ont des... Après, les mémoires, évidemment. Tu sais, parfois, on se souvient de choses qui... Alors, les Antilles, c'est un peu différent. C'est pas impossible qu'aux Antilles, ça a été appris. C'est pas impossible. Mais dans les colonies AOF, AEF ou en Indochine, ça, c'est sûr que non. Voilà, les travaux aux Antilles, possiblement... Et encore une fois, une des œuvres culturelles qui a popularisé la formule, c'est une œuvre d'un chanteur antillais, lui-même descendant d'affranchi sur ces deux branches, Henri Salvador. 1959, c'est une chanson qui s'appelle Faut rigoler. Et en fait, dedans, il dit nos ancêtres les Gaulois, qui ont eu tort d'être nos grands-papas. Il s'inclut dedans, mais c'est ironique. C'est une sorte de mise à distance de cette formule. En fait, c'est vraiment les années 50, à un moment où on se fout de la gueule de cette formule. Ouais, je vois. Parce qu'on est allé, notamment sous Vichy, jusqu'à dans les années 20, 30, 40, il y a eu des mobilisations des Gaulois qui sont quand même grotesques. Oui, ok. Années 20, on a des poèmes qui expliquent que Vercingétorix c'est en fait une préfiguration du Christ, qui s'est sacrifié pour son peuple comme Jésus s'est sacrifié pour l'humanité. Ouais. En 42, il y a une immense cérémonie en juillet 42 sur la plaine de Gergovie. On fait un grand discours dans lequel on explique que Vercingétorix, écoutez bien, si vous avez la rêve, vous allez rigoler, a fait don de sa personne à la Gaule. Oh, wow. C'est une allusion très peu discrète. D'autre à cette époque aurait pu faire don de sa personne à la France. Voilà. Et donc, dans les années vraiment 50, on se moque. Et Astérix, j'ai vu une question là-dessus. Oui. Astérix et Obélix, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas une bande dessinée chauvine. L'objectif, c'est vraiment pas de nous mettre en valeur. Un truc qui est assez quand même peu connu, c'est que Goscinny, il a passé une longue partie de sa vie et de sa jeunesse hors métropole française. Il a vécu aux États-Unis. Donc, il a vraiment, sur les Français, un regard qui est un peu un regard extérieur, décentré. Et c'est une BD qui se moque beaucoup de nos travers. Et c'est une bande dessinée qui se moque aussi de ce discours-là. C'est intéressant, les différentes strates, justement, on parlait des mythes qui évoluent selon le contexte actuel aussi et comment est-ce qu'ils sont réutilisés, d'où ils sont fondés, d'où ils partent. Donc c'est vraiment... Est-ce qu'il y a d'autres chapitres dans le livre, même pas forcément que tu as écrit, où tu t'es dit, punaise, ça vraiment c'est... Ah, attends, il y a Maya Le Bourdon, c'est un ancien collègue. Coucou Jérémy. Ah là, et c'est le premier message dans le chat, donc il vient vraiment pour te voir, mignon. Évidemment. Alors, vous voyez, Yann, c'est son premier live sur Twitch, mais il a déjà les codes. Il prend le chat... Il répond. Bonjour Arthur, bonjour Alex, bonjour Takahiro 135. Voilà, ça y est, il est dans le mood. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Évidemment, c'est un livre collégial, donc Yann n'a pas écrit tous les articles, il n'a pas tous les chapitres, pardon, mais tu as cadré un petit peu tout ça. Moi, il y a quel chapitre peut-être t'as toi un petit peu marqué? Moi, il y avait un chapitre sur Napoléon qui n'est pas un tyran que j'ai trouvé assez intéressant aussi. Et celui sur la guerre de 100 ans aussi, je l'ai trouvé vraiment chouette où on dit que ça a duré 113 ans, mais en fait, de quand à quand, les bandes chronologiques, j'ai trouvé que c'était super. Toi, quel chapitre t'as marqué aussi dans ton ouvrage? Dans cet ouvrage très franchement, donc je vais pas trop m'apesantir sur ce chapitre, mais le chapitre sur les 3 couleurs, quand même, j'y ai appris beaucoup. Quand même. Si tu veux, j'ai fait sur le livre, donc direction scientifique, direction éditoriale aussi. C'est-à-dire m'assurer avec les auteurs qu'on trouve des formulations suffisamment fluides, claires, et puis que tout soit accessible, tu vois, facilement, même à des lecteurs qui achèteraient avec ce livre leur premier ouvrage historique. Écoute, faut que je reprenne le sommaire. Moi, j'en ai lu un, le partie 2 sur Luc Page-101, un si sombre Moyen-Âge de Florian Besson, que j'ai trouvé exceptionnel sur comment il revient sur, en gros, comment est-ce que les Lumières
on assombrit, parce que finalement, Oui. les Lumières, quand on la regarde, on la regarde qu'elle et on assombrit le reste. Par le biais de Voltaire, on assombrit ce Moyen-Âge en expliquant que, pour lui, il inventait le fait que les gens au Moyen-Âge ne savaient pas que la Terre était ronde, a créé justement ce mythe du Moyen-Âge obscurantiste. Et comment il redémonte un petit peu tout ça, je trouve que pour le coup, on le sait, on commence quand même pas mal à en parler aujourd'hui, mais je trouve qu'il découe ce mythe assez bien. Oui, mais enfin, vraiment tous les chapitres, hein, quand je les ai découverts à chaque fois déjà, j'étais très chanceux. J'avais conscience de la chance que j'avais d'être le premier à tous les lire. Et en plus de derrière, tu vois, inaugurer des échanges avec les auteurs. Il y a beaucoup de chapitres que je trouve très, 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 très subtils, très intelligents, et notamment celui de Laurent Joly sur justement l'idée que la collaboration ne serait que l'affaire de l'extrême droite. Alors ça a peut-être étonné les gens qu'on traite de ça comme une idée reçue, parce que c'en est une. Réduire la collaboration à l'extrême droite, ça pose toute une série de problèmes. Et en fait, Laurent Joly, je vais un peu schématiser son propos, mais il opère une distinction entre le casting et les politiques déployées. Okay. Si on se concentre sur le casting, et alors là, on peut faire allusion, et je pense que ça vous parlera dans le chat, à un photomontage dégueulasse qui circule sur X, qui a une grande popularité sur le premier gouvernement Pétain, avec plein d'étiquettes, syndicalistes, CGT, machin, ils sont tous de gauche et tout. C'est une énorme réécriture. En fait, c'est une union des droites. C'est-à-dire que si on fait le casting, t'as des gens qui viennent de l'extrême droite, notamment Raphaël Alibert, qui est un ultra-monarchiste. Et alors, justement, lui, il avait un homonyme, syndicaliste CGT. C'est pour ça qu'ils mettent syndicaliste CGT sur le montage. Ils sont cons comme des manches à balai. Je vois. Ils les confondent. T'as des chrétiens conservateurs, t'as des gens qui viennent aussi du centre droit, notamment Laval. Donc là aussi, bien sûr, c'est de la manipulation, mais Laval, SFIO, effectivement, il la quitte dans les années 20, dans les années 30, Laval. Il est de tous les gouvernements de droite. C'est une figure centrale de la droite. C'est comme si on disait, je sais pas moi, aujourd'hui, que Éric Zemmour était de gauche sous prétexte que dans les années 80, il a voté 2 fois Mitterrand. Oui, c'est ça. C'est aussi stupide. Voilà, donc il est de droite, centre-droite. Il y a un proche du colonel de Larocque, Croix de Feu, Iberne Garay. Il y a un néo-socialiste. Mais c'est un courant, tu sais, du socialisme qui se dégage des courants du réformisme, donc SFIO, du marxisme, PCF. C'est une sorte de troisième voie du socialisme. Qui émerge dans ces années-là. Donc c'est vraiment globalement plutôt une union des droites pour ce qui est du casting. Cela dit, alors ça c'est assez méconnu, j'avoue que j'ai été séché en lisant ça chez Laurent Joly. Au cœur de l'été 40, il y a des députés français qui portent un projet pour faire de cet État français en construction un décalque de l'Italie fasciste. Oh wow. Et c'est un projet qui est porté par un gros tiers de députés socialistes et puis les autres, un peu plus de la moitié des députés de droite. Mais vraiment beaucoup de socialistes. Et le porte-parole de ça, c'est d'ailleurs un ancien socialiste. D'accord. Donc voilà, c'est en ça que l'idée reçue pose problème. Aussi du fait qu'il y a des membres de l'Action française qui très tôt s'engagent en résistance. Bien sûr. Après, il y a les mesures déployées. Et là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que les mesures déployées dès l'été 40, ce sont clairement des mesures qui étaient réclamées par les extrêmes droites françaises dans les années 20 et 30. Gel des naturalisations, interdiction de la franc-maçonnerie, on autorise la propagande antisémite, statut des Juifs en octobre 40. Pratiquement tout ce que l'extrême droite réclamait est appliqué. Il y a un seul élément finalement que Vichy ne reprend pas à son compte. C'est pas un petit élément quand même. C'est qu'on ne rétablit pas la monarchie en France. Or, l'extrême droite française, elle est en large partie quand même monarchiste antérieurement à la Seconde Guerre mondiale. C'est les spécificités de l'extrême droite française de cette époque qui diffèrent de l'extrême droite allemande, par exemple. Mais on peut difficilement quand même qualifier le régime de Vichy, tu vois, de régime gauchiste. Enfin, on valorise la place traditionnelle de femmes et d'épouses, de mère et d'épouse de la femme. Oui, et puis il y a quand même cette idée de révolution, tu vois, mais d'une révolution. En fait, c'est une contre-révolution. Contre-révolution, on revient en arrière, une sorte de régénérescence du peuple français. C'est plutôt quand même mais l'idée, c'est une négation des valeurs de 1789. C'est évident. Et il y a des gens, alors, du coup, qui posent des questions dans le chat très intéressantes. Tu parlais un peu que tu as été surpris par le contenu de ce chapitre, mais en fait, ça pose aussi un petit peu la question de comment est-ce qu'a été construit le livre. Est-ce que c'est les historiens qui t'ont proposé des sujets ou est-ce que c'est toi qui leur en as proposé? Et si c'est eux qui t'ont proposé, est-ce que tu as été surpris par certaines idées reçues? Tu t'es dit, ah punaise, je pensais que justement... J'avoue que là j'étais un peu dans le contrôle. C'est-à-dire que normalement les livres collectifs, le directeur d'ouvrage a une idée, un thème, tu vois. Il fait une sorte d'appel à projet.
Et puis, les historiennes et historiens intéressés soumettent des idées de communication. Donc là, j'ai vraiment structuré l'ouvrage. Les chapitres tels qu'ils sont titrés, c'est moi qui les ai définis. Okay. Et après, je suis allé à la recherche d'historiennes et d'historiens qui voudraient bien les traiter. Ils ont tous dit oui, ils n'ont pas changé les titres et les angles. Et en fait, j'y tenais parce que je voulais quand même qu'il y ait une sorte d'équilibre dans la structure globale, qu'on évite de tomber dans un piège qui consisterait à faire comme si tous les discours pseudo-historiques étaient nécessairement, exclusivement portés par l'extrême droite. Il y a aussi dedans des discours qui sont portés par les gauches françaises, par des forces progressistes. Oui, par libérales. exemple, le chapitre typiquement Napoléon se tyran, c'est plutôt en général un discours plutôt porté à gauche. Ouais. Par exemple, je considère en fait, je pense, et j'y réfléchis de plus en plus, que les manipulations du passé sont un outil rhétorique qui est peut-être même l'outil rhétorique fondamental, l'arme première des forces illibérales et particulièrement réactionnaires, nationalistes, ultra-conservatrices. Cela dit, quand on les mobilise ou qu'on se situe sur l'échiquier politique, on vient légitimer ce type d'instruments et d'outils. C'est difficile ensuite de les attaquer. Donc, je pense que c'est important aussi de sensibiliser au fait que personne n'est vacciné, que tout le monde s'y adonne. Et de toute façon, notre démarche, c'est de mettre nos opinions à distance. On n'est pas dans des chapitres qui font dans la caricature. Tous les chapitres montrent bien d'ailleurs que ces discours s'appuient sur une part de réalité. Alors plus ou moins importante, mais tous s'appuient sur une part de réalité. Et si parfois des choses qu'on vient présenter dans des chapitres peuvent heurter nos convictions citoyennes, c'est pas le problème. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. On le dit parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire état de la complexité à la fois de la connaissance historique, mais aussi des phénomènes passés. Il y a aussi je vais revenir sur la construction du livre plus tard, mais justement, tu commences justement à parler de ces raccourcis, souvent faits évidemment par ces régimes illibéraux, et donc qui se traduit directement, et on le voit aux États-Unis notamment, mais aussi ailleurs, sur l'attaque de la démarche scientifique et des scientifiques de manière générale. Et les historiens sont évidemment visés en France et aux États-Unis aussi, et même maintenant auprès du grand public il y a une forme de stigmatisation du scientifique, de l'historien, de la parole scientifique. Et comment est-ce que toi tu le vis en tant qu'historien et aussi en tant que créateur de contenu qui est justement sur ce genre de thématique également? C'est difficile à analyser, c'est parfois difficile, je trouve, à comprendre et même de prendre du recul là-dessus. Mais comme tu viens de le préciser, cette défiance, elle ne concerne pas les seuls historiens. En tous les cas, sans vouloir idéaliser le passé, parce que sinon, je ferais comme celles et ceux qui s'adonnent à la manipulation de l'histoire. Quand même, dans les années 70-80, la parole des historiens avait un autre statut. Ils présentaient d'ailleurs souvent des émissions eux-mêmes directement et on les considérait comme étant des experts. Ils avaient des voix qui portaient, qui étaient écoutées, notamment au moment où se déployait le négationnisme en France. Là, on a effectivement des responsables politiques, y compris de formations qui se disent être dans l'arc républicain, et bien qui remettent en question toute forme d'autorité, toute forme d'expertise. Et on le voit même bien ces derniers jours dans le domaine juridique, parce que je considère que c'est à peu près du même, niveau. Quand on vient expliquer que les juges sont de parti pris, que les historiens sont de parti pris, que les astrophysiciens sont de parti pris, j'en sais rien. Que même les climatologues sont de parti pris. On est dans un relativisme à tout crin qui vraiment... en fait, je pense, est un signe avant-coureur c'est au moins le signe d'une petite mort de nos démocraties. Je pense qu'on est clairement dans des régimes qui sont moins démocratiques qu'ils ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans. Okay. Ne serait-ce que de ce point de vue-là, parce que on vient volontairement brouiller notre capacité à penser, à réfléchir de manière complexe. Et donc, en ça, on perd en partie notre faculté à exercer notre citoyenneté de manière complète. C'est un peu... Alors, les gens disent que c'est arrivé en France, est-ce qu'on a remis en question... Oui, les historiens, même la parole scientifique a déjà été remise plusieurs fois en question en France. Quand il y a eu toute l'histoire... il y a eu des rapports sur la gauche, l'islamo-gauchisme dans les facs en France, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que ça concernait pas grand monde, voire vraiment des gens... Parce qu'il y avait des études qui étaient menées... C'est toi qui avais fait une vidéo sur cet historien français qui travaillait sur justement le Coran en Europe, sur le Coran européen. Non, c'était Ben. Non, c'est un historien des religions, j'ai perdu le nom de sa chaîne, Régiré, exactement, qui a fait une vidéo sur ça et qui expliquait que voilà, c'est un historien qui avait été pointé du doigt parce qu'il travaillait justement sur le fameux Coran européen. En fait, il ne travaillait pas sur le Coran en Europe, il travaillait sur
comment est-ce que l'Europe a accueilli le Coran au Moyen-Âge et comment est-ce que du coup... pour le combattre en plus. Exactement, comment pour le combattre, est-ce qu'il avait été traduit, comment est-ce qu'il avait été traduit, dans quel but. Et donc en fait, du coup, ça avait amené énormément d'incompréhension de la part des politiques. Et il y a une question dans le chat d'ailleurs qui demandait si les historiens médiatiques des années 70-80 pouvaient être fiables comme Guillemin, etc. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans les années 60-70, il y avait une dimension idéologique dans les travaux d'un certain nombre d'historiens qui, me semble-t-il, était bien plus importante qu'aujourd'hui. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une autocritique qui a plongé l'histoire disciplinaire dans une crise très forte dans les années 80-90. C'était l'importance de la grille de lecture, notamment marxiste, qu'on a retrouvée dans tout un tas de travaux. Ça a aussi été le moment phare de l'histoire dite sérielle, statistique. L'humain ne nous intéresse pas ou nous intéresse moins. On veut une histoire pleinement scientifique. Donc, les chiffres. C'est d'ailleurs ce qu'a fait ma mère dans son histoire, dans son mémoire d'histoire médiévale. Elle était vraiment dans ce courant-là. Elle a travaillé sur la comptabilité dans le diocèse de Cesse, 12e, 13e siècle, l'échiquier, la comptabilité de l'échiquier de Normandie. Ah oui. Mais aujourd'hui, je pense que l'autocritique que la discipline s'est infligée dans les années 80-90 fait que globalement, quand un ou une historien vraiment se laisse aller à ce que ses opinions personnelles débordent trop dans ses travaux, globalement, c'est mal vu, quelles que soient nos opinions par ailleurs. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on peut accéder à la pleine objectivité. Alors après, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, de transparence, donner aussi au lecteur les moyens de vérifier ce qu'on affirme avec plein de notes de bas de page et ne pas trier les informations, ne pas mettre de côté des éléments qu'on trouve au cours de nos recherches. On se dit, oh putain, merde, ça cadre pas avec ce que je veux dire et imposer et rentrer de force dans la tête des gens. Et ça marche pas. Et en fait, je trouve que t'en parles ça beaucoup dans l'introduction de comment est-ce qu'on devient historien, comment est-ce que l'histoire a fait justement en sorte que la discipline historique, comment est-ce qu'elle a fait en sorte justement qu'on puisse trouver une démarche scientifique qui va être validée aussi par les pairs. C'est-à-dire qu'il y a une forme de j'étudie, il y a une démarche transparente, mais qui en plus est relue par des pairs qualifiés qui vont remettre en question, venir aussi te titiller. Et ça aussi, ça explique toute cette longue démarche. Et les gens, en fait, ils voient, peut-être le grand public ne se rend pas compte de tout ça. Chaque travail universitaire, travail de recherche pris isolément ne peut pas, prétendre à l'objectivité pleine et entière. Mais par contre, il faut aussi considérer que l'histoire, c'est une œuvre collective. Et c'est vraiment l'adjonction de l'ensemble des travaux qui permet aussi aux lecteurs qui voudraient... Voilà, je conseille à tout le monde, vous voulez comprendre une période historique, lisez pas un bouquin, lisez-en 3, 4, 5, si possible d'historiens dont vous savez qu'en fait, ils ont des vues opposées. Et là, vous pourrez effectivement commencer à appréhender de manière un peu plus subtile tel ou tel phénomène. Mais n'hésitez pas, je suis en train de regarder un petit peu toutes les phrases. En tout cas, ça vous fait beaucoup réagir. Vous avez l'air d'être très intéressés, très intrigués par ce dont on parle. Et je suis ravi de ça. Et par curiosité, j'arrive pas. On sait combien il y a de personnes qui regardent. Je regarde jamais en direct le nombre de gens. Mais les gens te diront dans le chat si tu poses la question. Non, mais dans quelle mesure certains médias mettant en avant des discours d'historiens allant dans leur sens se réfèrent-ils réellement 1500 personnes. C'est sublime. Merci à vous d'être là pour une horaire qui est absolument inhabituelle. Quand il parle de l'Empire romain, de la fascination du camp réactionnaire. Non, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des historiens qui effectivement qui sont à aller débunker un petit peu. Tu vois, je pense à des personnages comme Bernard Lugan, par exemple, tu vois, qui se dit africaniste et qui sont des personnages très... je suis un drop naming. Je name drop aujourd'hui. Tu vois, qui sont des personnages très compliqués et qui servent la soupe à ce genre de... Ouais. Alors Bernard Lugan, s'il faut, ça va être très troublant parce que peut-être que ce que je vais te dire là, je suis en train de le dire pile au même moment sur TMC. Aïe, très bien. Mais Bernard Lugan, il s'est spécialisé quand même dans le... Alors, les pseudo-historiens le font tous, mais dans le tri des faits historiques. Et je me souviens donc d'un de ses passages sur Sud Radio il y a 3-4 ans, dans lequel il fait la litanie de tous les équipements que la métropole française a construits en Algérie. Et il termine en disant... ça a été payé par nos impôts, les impôts de nos grands-parents, donc on comprend bien des Français de métropole. Et après, il dit, je vais vous donner un chiffre là, que j'ai ici, il est très intéressant. Là, Entre 1950 et 1960, la France a consacré 20% de son budget à l'Algérie. Bon, très bien. On entend le chiffre, on est sidéré, on se dit, quand même, 20%, c'est costaud. C'est beaucoup. Tu fais des petites recherches, je vais sur le blog de Bernard Lugan, et magiquement,
De 1950 à 1960, ça devient 1959 tout seul. Déjà sur son blog. Déjà. D'où est-ce qu'il tire ce chiffre? D'un ouvrage d'un historien qui s'appelle Daniel Lefebvre, ouvrage qui est discuté, une thèse selon laquelle la colonisation, particulièrement de l'Algérie, aurait ruiné la France, d'un point de vue budgétaire. Et ce chiffre, il le donne en introduction. Sauf que Daniel Lefebvre ne termine pas sa phrase comme Bernard Lugan le fait. Il rajoute un petit truc. Il dit qu'en fait, c'est 20%, 59, je pense que tout le monde l'aura compris avant que je le dise, c'est pour l'essentiel la facture du conflit. Donc rien à voir avec les dépenses d'équipement. Et donc, je veux dire, Bernard Lugan va chercher un texte d'historien par ailleurs discuté, contesté, et il va ne prendre de ses travaux que ce qui l'intéresse, que ce qui nourrit le récit pseudo-historique qu'il veut déployer. Et ça, c'est particulièrement dangereux. Oui, parce qu'il y a une sorte de... Parce qu'on le disait, tu l'as bien dit, l'histoire, c'est une œuvre collective. Et donc, c'est sûr que quand, du coup, on récupère une phrase, on paraphrase quelqu'un sur une œuvre qui est déjà contestée, ça crée justement un peu ces... Et on parlait un peu de ça en off aussi. On parlait aussi notamment du nombre de scolarisés en Algérie, et que c'est pareil, c'est un chiffre qui va être manipulé, réutilisé. Oui. Alors, c'est pas que c'est manipulé, réutilisé, c'est que... je vais peut-être la caricaturer les travaux de Bernard Lugan. Je n'ai pas lu ses livres. Je vais juste me contenter de ce que j'ai entendu de ses interventions sur des radios, etc. Effectivement, parfois, il va nous dire que... Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais... en 1960 ou 61-62, on est à 700-800 000 musulmans d'Algérie, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, scolarisés. Donc là, effectivement, on se dit « Ah ouais, c'est pas mal ». Mais en fait, c'est un effort qui est fourni à la toute fin. Oui. Et jusqu'en 1943-44, on a moins de 10% des enfants dits musulmans d'Algérie qui sont scolarisés. L'explosion, elle se fait dans les années 50. C'est vraiment un baroud d'honneur. On fait l'effort à la fin. C'est aussi un moyen de damer le pion au FLN, de gagner les cœurs. Mais Bernard Lugan va présenter ça sans montrer qu'en fait, sur les 130 années de la colonisation, cet effort, il apparaît 15, peut-être 20 ans avant la fin. C'est très tardif. Ouais, c'est tardif. Et quand on replace ce chiffre sur la longue durée, forcément, eh bien, on arrive à une réalité un peu plus nuancé et qui ne cadre pas avec le récit qu'il veut déployer. Je vois. Donc non, c'est pour ça, c'est intéressant. Les gens parlaient justement des médias et de comment est-ce que des fois des gens qui se présentent historiens peuvent avoir ce genre de discours où on se dit ah mais c'est étonnant, et du coup alors que pourtant ça fait consensus, et en tout cas les historiens en parlent depuis un moment. Ouais, il y a une question intéressante là, tu vois, que je vois sur Bainville. Alors on me demande si il est considéré comme historien. Franchement, je pense que globalement oui, et en tous les cas dans le livre, moi je le cite comme un historien, et effectivement il est très orienté à droite. Mais si on prend par exemple la question des Gaulois, qu'écrit Bainville dans son Histoire de France, il écrit que le fond de la population française, elle n'est justement pas exclusivement gauloise, que c'est un composé de Gaulois, d'Ibères, de Ligures, d'autres populations. Et de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus proche de ce que l'on sait que ce que peuvent dire aujourd'hui des figures qui se réclament de Bainville. Il y a une autre question de Bioreco dans le chat. Il dit quel mythe historique ou idée reçue n'avez-vous pas pu travailler dans l'ouvrage? Et peut-être qu'il fera l'objet d'un autre livre, peut-être un deuxième en fait. Alors je sais pas, oui. Un deuxième. Un deuxième. Mes éditrices commencent à me dire oui, on pourrait réfléchir à une déclinaison. Pourquoi pas? Si déclinaison il y a, de toute façon, je pense que ça sera pas sur la France. Je pense qu'on ira chercher ailleurs. Ouais, il y a plein d'autres choses à aller chercher. Ça sera aussi un moyen de travailler avec des personnes prestigieuses que tu as reçues dans ce canapé. Je sens leur odeur sur ce cuir, j'en suis tout émoustillé. Mec, tu veux parler de l'Allemagne nazie, mec? Nicolas Patin. Nicolas Patin, Christian Ingrao, bien sûr, évidemment. Qu'on mais ça sera lointain. J'ai peut-être un autre projet avant. Des mythes qu'on n'a pas pu traiter, oui. En fait, moi, initialement, j'avais pensé à 30 chapitres. Ici, il y en a 26. Alors, c'est lesquels? Les 4 qu'on a écartés? 4 que tu as écartés parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Ouais. Par exemple, il y en avait un, c'était sur Charlemagne a inventé l'école. Oui, okay. Voilà. Ça, c'était quelque chose que j'aurais bien aimé traiter. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on réalise vite que même les mythes historiques qui ont l'air les plus anodins, en fait, sont des constructions politiques qui sont vraiment destinées à légitimer un pouvoir, à fonder un pouvoir ou à contester un pouvoir existant. Tous. C'est vraiment le point commun de tous les mythes et de toutes les idées reçues que tu as ici, même encore une fois, celles et ceux dont on pourrait se dire les rois feignants, les mérovingiens, les rois feignants, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, c'est une construction justement des carolingiens, des historiographes carolingiens, pour légitimer une prise de pouvoir qui n'est pas non plus d'une légitimité folle au moment où elle s'opère. Ouais, je vois.
pourquoi ils faisaient pas tous comme à l'époque de l'Égypte antique, on faisait des petites damnatio memoriae et hop, on n'en parlait plus, tu vois. Oui. Pourquoi créer des mythes? Oui. Et notamment en pétant des nez, ça il faut peut-être l'expliquer, d'accord? On pète pas des nez parce qu'ils seraient épatés pour cacher, voilà. On pète les nez dans l'Antiquité. Pour ça, c'est pas que des damnatio memoriae, hein. Il y a aussi l'idée, en fait, une des théories, c'est que j'en ai discuté récemment avec Jean-Guillaume Olette-Pelletier, donc sous le haut patronage d'un égyptologue, en fait des pilleurs de tombes qui veulent éviter que le pharaon se venge, et donc on prive les statues de tout ce qui lui permettrait à la fois de voir ce qui s'opère dans sa tombe. Intéressant, d'accord. Voilà. Okay. Et donc on s'attaque au nez, aux oreilles, à la barbe postiche. D'accord, il y a ça aussi, donc c'est pas que... Ok, il n'y a pas que la on a validité plein de statues de l'Égypte antique qui ont leur nez. Oui, bien sûr, plein. Évidemment. Et accessoirement, on a un truc qui s'appelle des momies. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai que ça marche, ça marche aussi. Mais non, et pour le on détruit la cam. C'est ça, on détruit tout ce qui pourrait nous... Les Cathares ont beaucoup d'idées reçues. Non, mais en fait, les Cathares, rien. Déjà, l'appellation Cathare pose un problème. Rien que ça, tu vois. Ouais. T'as tellement de choses, tu vois, d'idées reçues qui sont encore à aller chercher, à aller travailler. Mais de toute façon, c'est un puits d'inspiration sans fond. Le vase de Soissons est mythique. Là, j'avoue qu'on l'a pas traité et là, je vais raconter des conneries. Et comme j'ai pas envie, tu vois, de céder à l'éditorialisme et à faire non, on va éviter de... Voilà, hein. Ça, c'est pour Pascal Pro, si tu nous regardes. C'est un peu laisse. C'est peut-être que c'est un viewer, tu le sais pas. On le laisse. Pas trop le genre d'achat, je crois, d'avoir Pascal Pro en... Pas sûr. Mais il devient exégète, c'est ça, exactement. Tu deviens exégète à ce moment-là. Donc, ça, pour revenir sur la création du bouquin, ça a pris combien de temps? Du début de la conception, parce qu'on en a parlé l'année dernière, je m'en souviens, on en parlait quand on était à Verdun pour le festival à Verdun. Alors attends, d'abord il y a eu il y a eu Microcosme, oui, tout à fait, un roman graphique que j'ai sorti en 2023. Donc il est sorti en septembre 2023. Les éditions Perrin m'ont approché au festival Histoire de l'Air de Versailles de l'année 2023. Et donc c'est là en fait, quand ils m'ont approché, je pense le jour ou le lendemain, j'ai commencé à me dire, me relancer dans une aventure éditoriale entre guillemets seule là, et puis j'ai été hospitalisé très peu de temps, mais quand même au moment où Microcosme est parti chez l'imprimeur, j'étais épuisé. Et donc c'est là que m'est venue l'idée que si je refaisais un livre, ça allait d'abord être collectif. Et là je me suis dit, bon, si j'embarque des historiens dans l'aventure, il faut qu'on fasse quelque chose qui me semble utile. Il faut qu'on construise un outil civique qui puisse servir à toutes celles et ceux qui ont envie d'aborder l'histoire dans sa complexité et dans les nuances que porte l'état actuel des connaissances historiques. Et donc voilà, c'est comme ça que le livre est né. La structure s'est faite franchement assez rapidement. Voilà, ce qui a présidé à ça, c'est la recherche d'un certain équilibre dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, et alors après vraiment le processus d'écriture... On a bouclé le casting en juin 2024. J'ai commencé à recevoir les textes. Donc moi, j'ai écrit de février à octobre 2024. Moi, j'ai écrit mes textes. Il y en a 3 prologues plus de textes. Et après, j'ai reçu les premiers textes d'historien à partir de novembre. Et vraiment, de novembre à avril, ça a été un gros travail de direction scientifique et éditoriale, mais c'était passionnant. Et vraiment, ils ont tous abattu un travail formidable. Ils ont été enthousiastes. Les discussions, les dialogues se sont opérés dans un climat qui est en fait un climat qui est celui de la recherche historique. Parce que comment tu dis à un spécialiste, comme je sais pas, il y a Laurent Joly, mais il y en a d'autres, quoi, tu vois, ou Jérémy Foa, ou Juliette Glickman, tu leur dis ce sujet-là, vous pourriez l'écrire d'une certaine manière, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que c'est dur. Alors je te cache pas qu'il y a un moment où effectivement, au début, j'étais un peu sur du velours. Les 2 premiers que j'ai relus et sur lesquels je suis intervenu sur tous les textes, notamment sur le point de vue du coup vraiment éditorial, c'est-à-dire s'assurer que ça soit accessible. Enfin, c'est pas tout à fait pareil de s'adresser à un public averti, universitaire, et puis là, donc effectivement, de faire œuvre d'histoire publique. Pour le coup, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment réussi. C'est-à-dire que les chapitres que j'ai lus, à chaque fois, je me disais, c'est vraiment clair.
L'idée, pour nous, c'était que les gens comprennent que c'est complexe, qu'il y ait de la densité, qu'ils apprennent plein de choses dans chaque chapitre. Je pense qu'on apprend plein de choses. Et de la nuance aussi, beaucoup. Et qu'il y ait de la nuance, qu'ils comprennent comment les historiens travaillent, comment les pseudo-historiens travaillent systématiquement, pourquoi les idées reçues, mais qu'en même temps, on puisse rentrer dedans sans forcément être outillé. Et donc voilà, moi, mon travail, il s'est surtout concentré là-dessus. Et sur ça, franchement, il n'y a pas eu trop de difficultés. Après, sur le versant scientifique, c'est vrai que les idées reçues que j'ai proposées, elles viennent du fait que je fais, du fait de ce que je produis sur les réseaux, un travail de veille quasiment permanent relativement au discours pseudo-historique. Et donc parfois, ça m'arrivait, par exemple, avec, je sais pas moi, Laurent Joly, donc il parle du premier gouvernement, tu vois. Et donc quand je vois ça, me vient en tête le fameux photomontage sur X. Et donc j'anticipe l'attaque éventuelle, tu vois, l'angle qui pourrait être utilisé par des gens pour dire oui, mais si Laurent Joly n'a pas dit que, etc. Donc c'est plus de l'ordre de la suggestion, tu vois, tu vas écrire par exemple à un Laurent Joly, il existe tel document, tel photomontage pseudo-historique, peut-être, voilà, est-ce que vous l'avez vu passer? Si vous ne l'avez pas vu passer, est-ce que vous pensez qu'on pourrait éventuellement intégrer un passage du chapitre pour le traiter et donc pour tout de suite désamorcer ce show-strap, etc., etc. Ah, c'est intéressant, il y a une forme de... Oui, c'est ça, du coup, il y a de la suggestion pour rapporter encore un peu plus de nuances et pour essayer de blinder un peu le discours. C'est surtout qu'en fait, moi, j'observe ces discours-là dans les endroits où ils sont tenus et je vois un peu les différentes configurations qui sont... qu'adoptent ces discours pseudo-historiques. Ce que les chercheurs, en fait, n'ont pas forcément le temps de voir. Et puis, franchement, je leur déconseille de passer trop de temps sur X, notamment. Oui, vraiment. Pour leur bien santé mentale. Donc, l'idée, c'est aussi ça. Tu vois, ça a été de faire des petits points d'alerte en disant tel discours, quand je les observe sur tel ou tel réseau, c'est cet angle-là, surtout parfois, qui est employé, utilisé. Voilà, on était plus sur cet ordre-là. Je vois. On passe un peu d'un sujet à l'autre, hein, ça c'est Twitch. Donc il y a des gens qui posent des questions. En tant qu'historien, que penses-tu d'ailleurs du Puy du Fou? C'est la question qui me revient très souvent aussi, donc je te mets dans le bateau avec moi. J'y commence que d'une vision romancée de la France, mais dans un objectif plus global d'éducation. Alors déjà, honnêteté intellectuelle. J'y suis allé une fois dans ma vie, j'avais 6 ans, je m'en souviens pas. Donc je suis bien en peine, tu vois, de parler du Puy du Fou. Je sais que c'est critiqué par un certain nombre d'historiens, notamment des mondes médiévaux. Ce qui me gêne, en fait, de ce que je sais du Puy du Fou, c'est le flou. En fait. C'est-à-dire que c'est un parc qui ne se revendique pas comme proposant des spectacles fondés sur la recherche historique. Mais il y a notamment, de ce que j'en sais, un endroit qui me semble poser un petit putain de problème. C'est cette espèce de chapelle à l'intérieur duquel trône l'anneau dit de Jeanne d'Arc. Oui. Qui est vraiment présenté comme une relique. Et il faut donc qu'on comprenne que pour un catholique qui se rend au Puy du Fou, c'est un lieu authentiquement, c'est un lieu de pèlerinage. Et donc là, on est dans un mélange des genres qui fait que je peux comprendre que des historiens, tu vois, je prends toutes les précautions possibles et imaginables, qualifient ce parc de projet national chrétien. Et pour en avoir discuté il y a 2-3 jours avec Florian Besson, je lui ai posé la question parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que sur le matériel pédagogique qui accompagne l'anneau dit de Jeanne d'Arc, est-ce qu'il a bien expliqué qu'en fait, on n'est pas sûr que ça soit l'anneau de Jeanne d'Arc? Pas sûr du tout. On n'a aucun élément, par exemple, qui nous permet de retracer ces différents propriétaires en amont, je crois, du XXe siècle. Je crois qu'en amont du XXe siècle, on n'est pas sûr. Voilà. C'est pas si vieux. Il y a même des contradictions entre la manière dont l'anneau a été présenté quand ils l'ont acheté, parce qu'il y avait un anneau qui avait été récupéré par les Anglais, je crois, ou les Bourguignons, enfin je sais plus, un autre par l'évêque Cochon. Ils ont dit donc qu'ils avaient acheté un anneau, et en fait quand on lit les descriptions, il ressemblait à l'autre, tu vois. Donc c'est très compliqué. Et là, Florian Besson m'a dit, tu rigoles? Bien sûr que non. Il y a pas de nuance. C'est présenté comme l'authentique anneau de Jeanne d'Arc. Moi, même si la question était adressée, moi, j'y suis allé plusieurs fois au Puy du Fou, étant jeune adulte, donc j'y suis allé plus âgé que toi, et donc il y a effectivement ce flou-là, et puis il y a aussi sur certains spectacles où c'est très clairement, quand c'est sur les Trois Mousquetaires, ça reprend plus l'œuvre de Dumas, donc historiquement, c'est plus du fantasme, et tu dis,
j'accepte entre guillemets. Mais ce qui me pose réellement problème, il y a notamment le spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache, qui est sur les guerres de Vendée, où là, très clairement, on est sur de la réécriture historique, puisqu'aujourd'hui, il y a bien un consensus auprès des historiens autour du fait qu'il n'y ait pas eu de génocide en Vendée durant les fameux épisodes des guerres de Vendée qui suit directement l'épisode de la Révolution française. Et pourtant, dans le spectacle, il y a... alors là, tu vois, c'est un peu une déformation professionnelle. Je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y ait consensus. En tout cas, il y a pas mal de gens qui... Ah bon, pour le coup... Je pense qu'il y a au moins une figure qui tient des discours, j'ai plus le nom, mais là, de mémoire, je crois qu'il y a quand même... peut-être que certains contestent par ailleurs le fait qu'on puisse le considérer comme étant historien, mais il me semble qu'il y a bien quelqu'un là de vivant qui est présenté régulièrement comme historien et qui soutient quand même pour le coup, je l'ai perso jamais entendu, et les quelques fois où je me suis renseigné sur le sujet, il y avait pas mal de... Après, il y a, on va dire... la majeure partie des historiens spécialistes du sujet considèrent qu'effectivement il n'y a pas matière à parler de génocide. Ça, c'est ça, bien sûr, oui. Et en fait, dans le spectacle, il y a le terme dépopulationner la Vendée qui est utilisé. Populicide, quelqu'un dit, pic rouge. Et en disant, et du coup, ça sous-entend vraiment le terme de génocide vendéen, qui est défendu bec-Léon toujours notamment par le clan de Villiers. Et donc, il y a une sorte de sous-entendu un peu bizarre au milieu du spectacle. Et ensuite, évidemment, avec une vision très misérabiliste des Vendéens. Et attention, l'épisode des guerres de Vendée est absolument abominable, qu'on soit bien d'accord. Mais pour le coup, que ce soit du côté vendéen comme du côté... Je pense qu'un des problèmes du Puy du Fou, c'est qu'en fait, même si les gens savent qu'ils ne vont pas assister à des spectacles parfaitement historiques, ça contribue forcément à l'éducation, à l'histoire d'une bonne partie des Françaises et des Français. Je sais qu'il y a des sorties scolaires au Puy du Fou, ça arrive que des enfants du primaire, tu vois, soient amenés au Puy du Fou. Ouais. Et les professeurs des écoles, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils doivent enseigner tout un tas de matières. Donc pour un professeur des écoles, par exemple, qui a une formation initiale plutôt orientée mathématiques ou français-lettres, forcément, la maîtrise, tu vois, de l'histoire dans sa complexité, c'est plus difficile. Donc, ils vont peut-être être un peu moins facilement armés pour prévenir leurs élèves et les aider à exercer leur esprit critique sur ce qu'ils vont voir. Après, cela étant dit, moi je suis pas... Enfin voilà, moi qu'on aille au Puy du Fou, en soi ça me pose pas de problème. Mais de mon point de vue, il faudrait qu'il y ait régulièrement des rappels, tu vois, dans le parc pour dire c'est une interprétation de l'histoire, c'est l'histoire romancée, ma fille est allée au Puy du Fou, mes beaux-parents ont amené ma fille au Puy du Fou il y a pas longtemps. J'ai juste dit à ma fille, voilà, kiffe, profite, tu vas aimer, il paraît que c'est somptueux, juste, c'est pas de l'histoire. Et moi pour le coup, c'est ce que je dis aux gens, j'ai encore un rapport très paradoxal au Puy du Fou parce que en tant que parc à thème, l'expérience en tant que spectateur est super. Enfin, tu passes une très bonne journée. Juste, c'est vrai que le discours et certains spectacles en particulier portent des discours qui sont, je trouve, pour le coup, vraiment problématiques. Il y a Toulia qui réagit. Je pense que Toulia est professeur des écoles. Malheureusement, obligé de faire des raccourcis, c'est hyper compliqué de nuancer avec les enfants. Oui, c'est ça. Bien sûr que c'est très compliqué. Et déjà, même avec des lycéens ou même des Master 2. Tu es professeur d'histoire, donc tu sais très bien de quoi tu parles, pour le coup. Ouais. Donc non, pour le coup, c'est un sujet... Le Puy du Fou, c'est un sujet évidemment un peu très, très, très complexe. Alors, il y a Kana Wolf qui repose la question sur le vase de Soissons, mais à propos duquel j'ai bien dit qu'en fait, là, je ne suis pas en maîtrise, donc je ne m'aventure pas sur le sujet. Effectivement, sur le vase de Soissons, on n'a pas toutes les infos. Jean-Clément Martine. Jean-Clément Martine. Le fameux Jean-Clément Martine. Ils ont le pass culture, le Puy du Fou. Ah, punaise, je ne savais pas qu'il s'appelait le pass culture. Il y a aussi le pass culture pour France Fiction. Enfin, je lâche ça comme ça. C'est vrai? Oh là là, la France Fiction. Il n'y a pas un pass culture pour les streamers? Pas du tout. Oh, alors là, parce que en plus, Twitch est une plateforme américaine. Ouais. Donc c'est particulier. Enfin, tu vois, dans quel cadre on pourrait avoir ça? Non, mais ne nous mettons pas dans cette sauce-là parce qu'après, quel streamer, etc. On n'en finit plus. On n'en finit plus. Sur des gars de Vendée, il y a des historiens de gauche et de droite de chacun la chapelle sur cette histoire. C'est vraiment pas vraiment assumé par la République. Mais qui a eu des crimes de guerre, ça veut dire c'est indubitable. C'est indubitable. La question elle se pose sur l'appellation. Oui, génocide. Voilà, génocide, ça veut dire qu'il y a un projet assumé de supprimer toute une population. Par ailleurs, qu'on identifierait comme vendéen. Et déjà, le premier problème, je crois de mémoire, il se pose un peu là. Donc là, je vais en terrain un peu inconnu, mais c'est une construction un peu postérieure à l'identité vendéenne. Oui, en fait, c'est ça. Il y a un truc pour le coup, quand je m'étais vraiment renseigné sur le sujet, parce que c'est une question qui m'est souvent posée, c'est comment est-ce que tu définis l'identité vendéenne, le territoire, la confession, et sur quoi tu te bases pour aller... Et puis surtout que les violences de guerre se passent sur
notamment, c'est ce qui est expliqué, sur une perte de contrôle de ces fameuses colonnes de Turo qui sont notamment envoyées sur place, et en fait qui s'adapte aussi à ce qui se passe sur le terrain et qui c'est surtout des initiatives d'ailleurs d'officiers sur place à la Convention, et notamment Robespierre, ils sont pas très à l'aise. Oui, c'est ça, exactement. Donc du coup, il y a aussi cette notion il y a eu une évolution des violences à l'instant T, sur le moment, et des deux côtés, et ça c'est un événement abominable de la Révolution française. Et là-dessus, il n'y a bien sûr aucun historien qui soutient le contraire. Mais du coup, je me pose aussi la question, que se passe-t-il après il est absorbé par le chat. Mais non, je vois un truc sur Éric Anso et Chapoutot. Est-ce que tu as envie d'y répondre? Bah ouais, c'est compliqué là quand même. Ok. Ouais, enfin, c'est une question pour savoir si... Oui, il y a des historiens qui sont politisés, qui l'assument. Oui, Chapoutot pour le coup l'assume très clairement. Et sans exprimer mon point de vue, je sais que j'entends régulièrement, quand du coup je rencontre des historiennes, des historiens, d'autres spécialistes, que ça gêne, que ça dérange, que ça met mal à l'aise. Voilà, c'est quelque chose qui effectivement peut crisper au sein de la profession. Non, ouais, carrément. Je sais que le bouquin de Chapoutot, Les Irresponsables, a fait peur à certains historiens parce qu'on se disait mais est-ce que ça va être ça ? Le bouquin est très sérieux et a été baqué derrière, etc. Sans souci. Mais c'est un bouquin qui fait quand même rentrer un peu Johan Chapoutot dans l'arène politique en réalité aussi d'une certaine manière. Mais le bouquin est béton en termes d'histoire pour le coup. C'est quoi la suite pour Yann tout court? Est-ce qu'on... La suite, là, il y a un petit tunnel de promo quand même qui m'attend. Là, oui, tiens d'ailleurs, alors attends, parce que on va faire déjà des lancements du livre. Donc on fait. Vous allez lancer le livre exactement, là comme ça, on fait des lancements. Vous lancez. Waouh, trop. Merci, le voisin du dessous va être ravi. Illustration par le geste. Donc on fait lancement à Toulouse, donc un peu à domicile, vendredi prochain, donc à 17h30, s'il y a des Toulousains dans le chat. 17h30, librairie Priva, comme ça il y a toutes les infos. Mais je vais de toute façon en story sur Insta le répercuter bientôt. Et après on fait quand même le gros lancement à Paris, le lancement un peu national du livre. Ça sera le jeudi 9 octobre, librairie de la Main, je sais pas, c'est Faubourg Saint-Honoré parce qu'on se refuse rien, ok. Ouais, vous avez le droit. À 19h, il y aura quelques co-autrices, co-auteurs. Ça, c'est le 9 octobre. Et le lendemain, Blois, après ces festivals. Oh là là, Blois. Mais t'es à Blois, tu viens à Blois? Je suis pas sûr, parce que j'ai un tournage qui s'est calé sur le week-end de Blois. Alors, je prends tout le monde à témoin, j'en profite. Je prends le chat en otage. Wow. T'as un tournage, très bien. Quand est-ce qu'on fait un format ensemble, immersion Je sais que tu as dit qu'il y avait une période en particulier qui te bottait particulièrement sur les formats immersion 24 heures. Moi, je veux bien. Enfin, voilà, je pose ça là. Quelle période dis au chat? Quelle période? Ouais. Je t'ai dit une période? Tu m'as donné une période. Est-ce que je me souviens de la période? Est-ce que ça veut dire que tu te souviens? Tu vois, je me souviens pas de la période. Moi, je sais quelle période tu m'as dit. Tu me l'as dit, je veux être dans les tranchées. Ah, je t'ai dit, je veux être dans les tranchées. Tu m'as dit un truc comme ça. Ouais. Moi, Première Guerre mondiale, je suis chaud. Après, tu l'as déjà fait. Seconde Guerre, j'ai pas fait Première Guerre encore. T'as pas du tout fait tranchées. Non, j'ai pas fait du tout une immersion dans les tranchées, mon cher Yann. Après, il y a pas de reconstitution de ça, mais Commune de Paris, je suis pas contre. Il n'y a pas d'association. Personne fait ça. Alors, on va bloquer une ville pendant un mois. On va vivre la famine, le froid, les pavés, les barricades. Mais en fait, vraiment, c'est pas tout faire. C'est pas d'accord. tant du point de vue de l'adhésion aux politiques déployées. C'est plus que l'expérience humaine et sociale à ce moment-là est quand même assez folle. Oui, les passions déployées et comment dans un laps de temps finalement assez court, autant comment dire, autant d'espérance, d'initiative de la société. Exactement. À ce moment-là était assez dingue, je suis d'accord. Et peut-être aussi un peu de naïveté quant à ce que le pouvoir légal allait proposer comme réponse derrière. De ce qui allait advenir, clairement, je suis d'accord. On a regardé un documentaire là-dessus il n'y a pas longtemps qui avait été fait, j'ai plus le titre en tête, mais qui était incroyable, que à base d'illustrations, etc. C'était vraiment super. Les damnés de la commune, je crois que ça s'appelle. Oui, Les damnés de la commune. Après, si tu veux simplifier les choses, si tu veux qu'on fasse plus simple que ça, et si tu veux faire plaisir à l'adolescent que j'étais, faire un petit truc Égypte antique Ramsès II, je suis posé. Mec, je t'emmène juste aux pyramides en fait. T'es déjà allé en Égypte? Alors pour le coup, juste jamais. Ça, c'est un rêve de pareil, c'est un rêve d'enfant depuis mon rêve. très très longtemps. Un jour,
Mais voilà, il y a un petit veto à la maison qui Moi, je te propose qu'on aille sur Montmartre, qu'on défende les canons de Montmartre, qu'on fasse un truc avec des barricades. Très simple, quoi. Oui, c'est ça. Mais on démonte le Sacré-Cœur. Oui, on démonte pierre par pierre. C'est ça, ça va être ça, la reconstitution. Ça va être ça qui va être super. Les derniers de la commune, c'était bien ça. Oui, c'est ça. C'était ça, effectivement. Écoutez, messieurs, dames, on aura bien parlé de tout ça. Merci beaucoup, Yann, d'avoir participé. Avec joie. C'était vraiment un plaisir. Et sache que, et je te le dis, pas parce que tu es là, mais vraiment parce que je le pense. Je pense que c'est un bouquin qui, quand tu m'en avais parlé, je me rendais pas compte. Mais aujourd'hui, avec, je pense que ce qu'on vit, ce qu'on voit et ce qui se passe notamment pour les historiens, ce qu'on voit avec Trump évidemment, mais aussi également en France, je pense que c'est un bouquin qui est extrêmement important. Pour ce qu'il défend dans la parole des historiens, le fait que tu aies ramené tous ces historiens pour expliquer ces idées reçues, mais au-delà de ça, la démarche historique qui est expliquée dans chaque chapitre, pour moi est essentielle et prend un écho tout particulier ces derniers temps, donc bravo pour ça, il est vraiment génial. Bah écoute, je te remercie, on l'a voulu utile et je crois qu'effectivement il était utile quand on l'a imaginé, il est malheureusement devenu un peu indispensable. Je vous le mets là, si vous voulez. Un petit CK3 avec Yann. En librairie, vous le verrez avec un bandeau rouge. Exactement. Un gros bandeau bien criard pour faire bien bleu, blanc. Il est là. Mais merci beaucoup. Alors sachez que pour ceux qui sont arrivés en cours de live, sachez qu'il sera évidemment disponible sur Spotify, sur YouTube évidemment en rediff avec nos magnifiques trolls. Pourquoi les gens disent Romé ? Pourquoi j'ai pas la ref là, les copains, dans le chat ? Il va falloir que vous m'expliquiez. Et merci pour les retours. Là, je vois l'enthousiasme se dessiner. Et puis maintenant, Rive a plus trop le choix. Il y a un moment donné, d'ici, à mon avis, horizon 2032-2033, on fera une petite immersion. C'est sûr. Voilà. 2033, j'aimerais que ce soit un petit peu avant quand même. Il faut juste qu'on trouve le temps. Disons que les budgets pour la culture, à partir de 2027, vont peut-être se tarir un peu. C'est pas déjà le cas ? J'ai l'impression que ça se tarie depuis 10 ans. J'ai l'impression que ça se tarie. Ça s'arrête. Ah oui, mais je vois pourquoi tu veux dire ça. Oui. Oh non, enfin, aucun. 2023. Pourquoi 2027 finalement ? Pourquoi ? C'est une date au hasard. Au hasard. Au hasard, complètement choisi au hasard. Mais c'était un vrai plaisir. Sachez que le prochain invité, la prochaine personne qui viendra dans ce canapé, messieurs, dames, je peux vous le dire, ce sera Laurent Joly, qui a d'ailleurs participé à la rédaction de France Fiction. Laurent Joly, spécialiste du régime de Vichy, qui vient nous parler aussi de son bouquin qui sort bientôt. Et on parlera évidemment de la France de Vichy. Et ça va être vraiment très très cool. J'ai hâte aussi. Merci beaucoup Yann. Yann que vous pouvez retrouver évidemment sur tous ses réseaux. TikTok, on vous met le lien, s'il vous plaît, la modération, dans le chat pour que vous puissiez aller suivre tout ça, évidemment. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup Yann. Mais merci Rive. Merci de t'être prêté à l'exercice et lance ta chaîne Twitch parce que tu es très à l'aise. Tu as déjà pris le pli. Mais j'ai pas le setup, j'ai pas le... Il n'y a pas besoin de tout ça. Un téléphone suffit. Un téléphone suffit. T'inquiète pas, je te montrerai. Je te montrerai. Pas un téléphone filaire. Non, t'inquiète. Un téléphone, oui, tu l'as quand même. Tu l'as. Merci beaucoup tout le monde. Passez une très bonne soirée et nous, on se retrouve lundi en stream. Ciao, ciao.